Merci, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine, le dernier numéro de la semaine, puisque nous sommes le 25 octobre 2024 et c'est un vendredi. Alors, avec nos invités ce matin, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Toutes nos excuses, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque, pour ce grand retard avec lequel nous débutons ce magazine Kiosque involontairement à notre bonne volonté, si je peux dire ça, excusez-moi. Alors, madame, messieurs, nous avons deux invités dans ce plateau de Kiosque, indépendamment à notre volonté. Nous commençons cette émission en retard, et toutes nos excuses. Alors, nous avons deux invités dans ce plateau de Kiosque. Il y a Magardi Diana et face à Philippe Kazadi. Avec eux, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour. Alors nous allons répondre à cette grande question. Nos invités vont tenter de répondre à cette grande question par rapport au meeting du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tenu à Kisangani dans la province de la Chopo où il séjourne et va tenir le conseil de ministres ce vendredi. Le chef de l'État dans son meeting a indiqué que notre constitution n'est pas bonne. Elle a été rédigée à l'étranger par ces étrangers. La question du jour, c'est qui sont ces étrangers qui ont rédigé la constitution de la République démocratique du Congo? Des réponses, vous les aurez avec nos invités. Alors, nous allons revenir aussi avec la prorogation, 84e prorogation de l'état de siège au niveau du Parlement. Et les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, nous en parlons encore ce matin. Vital Kamerhe, lors de ce débat sur la prorogation de l'état des sièges, a indiqué qu'effectivement, nous en avons marre ici à l'Assemblée nationale d'aller en prorogation, 84e prorogation. Les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation. A-t-il exprimé leur lassitude? Ça traduit un épuisement. Nous allons en parler avec nos invités. Magardi Diana, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Voilà, alors, vous serez face à Philippe Kazadi, qui est déjà là avec nous. Philippe Kazadi, bonjour, bienvenue. Merci madame, bonjour à mon co-débatteur. Mes excuses pour le retard parce que la route est tellement compliquée aujourd'hui. Je crois que le gouverneur doit redoubler d'efforts pour envoyer plus d'éléments de police dans la rue pour essayer de décanter la situation, sinon ça va être catastrophique. Avec décembre qui s'approche, à cette allure, ça va être compliqué, très compliqué. Voilà. Parce qu'il y a une très mauvaise conduite. Les usagers de la route conduisent très mal, ils stationnent de partout, ils ne respectent aucun code de route et nous sommes donc dérangés. Il faut que le gouverneur fasse quelque chose comme autorité urbaine. Ouais, merci quand même d'être là. Merci madame. Malgré tout ce que vous avez vécu en cours de route. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet. C'est le discours du chef d'État à Kisangani. De façon générale, Magardi Diana, est-ce que ce discours a répondu aux attentes de la population de Kisangani, bien sûr? Généralement, quand vous parlez de Kisangani, difficile de pouvoir le dire. Moi, j'ai eu quelques 2, 3, 4 sons de cloche. Je crois que ça serait à la population boyomaise de poser la question s'ils sont satisfaits. Mais de leur que il est arrivé pour inaugurer l'aéroport de Kisangani, qui, il faut le reconnaître, est un élément quand même assez positif quand on sort de la campagne avec autant de promesses faites dans différents coins de la République. Kisangani, au moins, a eu la chance d'avoir son aérodrome assez retapé et rénové, mais dans le fond, je ne sais pas répondre au moins à la question de la population de Kisangani, dans la mesure où je ne sais pas être là. Mais si vous voulez mon point de vue sur le discours, vous savez quand même, c'est ce que je dis. Ouais. De manière générique sur le discours, moi je pense que c'était un discours à multiples volets. Le premier volet, c'est qu'il est resté sur les considérations, ce pourquoi il est arrivé. Le contexte aussi tendu, j'ai vu au niveau du Génocost, où il y a aussi autant de polémiques avec le Fonarev, avec l'argent et l'indemnisation de différentes victimes. Je crois que la présence du chef de l'État va rassurer les uns et les autres. Mais dans le fond, je crois que ces discours est resté beaucoup trop politique, était beaucoup plus un discours à vocation nationale que territoriale. Je pense qu'il a profité de Kisangani pour pouvoir lancer quelques sujets
polémiques de la politique, notamment l'épineuses question sur la révision de la Constitution. Si vous voulez mon évaluation de manière générale, je préfère ne pas faire un commentaire sur les orientations de communication. Je crois que dans le fond, c'était un discours très politique et je crois que c'est un discours qui continue à faire parler jusqu'à... Ça n'a pas touché la société, la population? Je crois que si vous voulez, à 70%, ces discours-là étaient, comme j'ai dit, à vocation nationale que territoriale. Il a beaucoup parlé des questions générales, notamment la question de la Constitution, de réforme à engager sur l'ensemble de la République. Mais dans le fond, si vous voulez, les considérations territoriales, moi je pense que l'essentiel c'était cet aéroport qui s'est lancé. Il a promis 2, 3, 4, parce que là, il y a eu au courant de la semaine, je crois que depuis le vendredi dernier, le décaissement de fonds pour les projets en infrastructure, les projets essentiels. Et je crois que Kisangani est dans le lot des villes qui doivent bénéficier de ce fonds décaissé, notamment dans le cadre du PEDEL 145 territoires. Il y a autant de choses, mais au lieu d'être un discours... allez, j'ai envie de dire de mobilisation et surtout d'assurance au niveau sur les questions de développement, c'était beaucoup plus un discours politique. La preuve, c'est que ce qui a marqué, c'est beaucoup plus les considérations politiques que des considérations essentielles ou encore de développement telles que voulues par ceux de Kisangani. Merci. Alors, Philippe Kazadi, c'est le même point de vue ou votre point de vue est contraire? Non, je pense que le discours du chef de l'État était plutôt équilibré. C'est un discours qui, à mon avis, répond à ces préoccupations que les Congolais s'est posées. Vous savez qu'on a fait des émissions ici pour débattre sur une circulaire signée par Augustin Kabouya, en mobilisant la base de l'UDPS autour de la révision de la Constitution. Et tout ce qui s'en est suivi, son discours disant que les mandats de 5 ans ne suffit pas, comme pour dire qu'il faut rajouter. Et donc, derrière le changement que voit l'UDPS, je constate hier, dans les discours du chef de l'État, que ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État a quand même fixé l'opinion sur des questions essentielles en ce qui concerne cette Constitution. Et son objectif ou son souci, c'est de réviser la Constitution pour améliorer la gouvernance. Il a parlé du retard accumulé de la mise en place du gouvernement. Il faut au moins 6 mois. Et qu'est-ce qui fait que le chef puisse avoir autant de retard pour la mise en place du gouvernement? Ces problèmes se trouvent dans la Constitution ou dans la loi électorale. Je pense qu'il y en a dans les deux, à la fois de la Constitution, mais aussi dans la loi électorale qui doit être révisée. Donc, mais au moins, il a apaisé. Ça coïncide avec les préoccupations des Boyomé. Non, les Boyomé attendaient ces discours-là. Non, j'ai dit que les Boyomé, ce sont des Congolais comme nous autres. Ouais. Les discours du chef de l'État est venu répondre à certaines préoccupations des Congolais à ce moment-ci. Je ne parle pas seulement des Boyomé. Le chef de l'État est allé à Kisangani pour inaugurer un aéroport. Oui. Et il l'a fait. Donc on ne peut pas dire que l'aéroport ne répond pas aux attentes de la population boyomaise. Il répond effectivement aux attentes de la population boyomaise. Voilà, maintenant les meetings, c'est ça que j'ai dit. Moi, l'élément qui m'a le plus intéressé dans ce propos, à part l'inauguration, c'est cette question fâcheuse sur la révision de la Constitution. Parce que, madame, il ne faut pas qu'on s'aille l'heure, c'est une question dangereuse qu'il faut prendre avec beaucoup de sagesse. Et là, j'ai suivi aujourd'hui la réaction de la SEMCO par l'abbé Donancé Cholet, qui s'est dit satisfaite de la position prise par les chefs de l'État, la position que j'étais en train de vouloir expliciter. Il s'est dit satisfait. Oui. Je n'ai pas suivi. Hein, oui, l'abbé Donancé Cholet, je l'ai suivi sur Top Congo, et il a dit que le chef de l'État a bien dit que la révision de la Constitution n'était pas une urgence plus que les autres urgences. Ça, il a dit. Et ça veut dire que la tension qui pouvait monter au pays à cause sur ces débats n'a pas raison d'être. Il a dit également que il a donné les matières qui doivent être révisées dans la Constitution. C'est que la révision qu'il vise devra toucher. Et il a également dit que cette révision ne vise pas à ce qu'il s'éternise au pouvoir. Parce que ici au pays, quand on parle de la révision constitutionnelle, tout le monde a peur, même moi, j'ai peur qu'on dise que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Sinon, ça serait des années de recul. Alors, parce que vous posez la question sur les discours, c'est pourquoi je vous dis que c'est une question essentielle qui concerne
tous les Congolais de manière générale, parce que la Constitution, c'est notre contrat social. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'Augustin Kabouya, le secrétaire général AI de l'UDPS, qui avait aussi évoqué cette question. Là, on peut dire on peut le considérer comme Jean-Baptiste, s'il faut se référer à la Non, Bible, vous savez qu'il est en porte... dire le message de Jésus, il était venu déjà Non, parce que Augustin Kabouya dit autre chose que le chef de l'État. C'est différent, oui. Augustin Kabouya dit autre chose que le chef de l'État. Augustin Kabouya parle de la durée des mandats du chef de l'État, de 5 ans comme étant non suffisant. Oui. Ok? Alors, pourtant, le chef de l'État ne parle pas de ça. Le chef de l'État parle de l'amélioration de la gouvernance. Il y a des questions des questions qui sont dans la Constitution, des articles qui sont dans la Constitution qui concernent l'amélioration de la gouvernance, qui concernent la mise en place, le retard dans la mise en place du gouvernement, et qui concerne notamment aussi la question de la justice. Il a lui-même dit que la justice est malade. Effectivement, cette justice est malade. Le ministre Moutambe est venu, il a confirmé. Il y a même les états généraux de la justice qui vont se faire avec ce thème-là. Hein, la justice malade, peut-être comment guérir notre justice. Donc, c'est aussi des éléments de la Constitution qui méritent d'être retouchés pour améliorer. Parce qu'il y a plus d'une décennie que cette Constitution est mise en œuvre. C'est-à-dire que les deux parlent la même chose, révision, mais... le contenu est différent. Voilà. Donc, et les contenus... Le chef ne fait pas allusion au mandat. Non. Et les contenus des Kabouya... Mais le chef de l'État a parlé de ça en Belgique, devant la diaspora congolaise. Il a dit, lorsqu'on lui a posé la question sur les mandats, il a dit... Je ne fais pas allusion à ce que vous craignez. Parce qu'il sait que les Congolais sont sensibles à ça. Ok? Et hier aussi, il a dit la même... Enfin, je parle d'hier. À Kisangani aussi, il a dit la même chose. Mais les gens ont peur, hein? Les gens semblent avoir peur. Excusez-moi, madame, les gens ont peur parce que quand on parle... C'est justement un procès de tension aussi. Quand on parle de changer la Constitution, on voit directement l'envie de s'éterniser au pouvoir. Et le président a déjà dit que gérer un pays comme le Congo pendant 10 ans, c'est très difficile. Et je ne le vois pas entamer cette démarche. Et d'ailleurs, ceux qui disent qu'il faut changer, c'est-à-dire prendre la constitution actuelle, la mettre de côté et prendre une nouvelle constitution, je me pose la question, ils vont faire cela sur base de quelle loi? Parce que la constitution en vigueur ne prévoit pas son changement. La constitution en vigueur prévoit la révision de certains articles et la non-révision d'autres articles. Alors, les matières évoquées par les chefs de l'État sont révisables dans le respect de la Constitution en vigueur. Voilà. Alors, Magali Diana, on prête les intentions au chef, comme a dit Philippe Kazadi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, hier, avant d'être au pouvoir, ils étaient contre la révision que voulait faire le régime passé, le régime Kabila, sans même savoir si ça devait toucher les articles verrouillés. Mais aujourd'hui, tout le monde change. C'est-à-dire, on voit les Mbata, les professeurs et Sao qui ne voulaient même pas de cette constitution. Tout le monde change d'avis. Je crois que c'est la culture de la méfiance qu'il y a dans la classe politique. Tenez, moi je vais faire une observation. Le discours du chef de l'État équilibré, je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce qu'en matière de communication, ce qu'on appelle les éléments marqueurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'inauguration de l'aéroport a été presque occultée par une question prépondérante qui est la question de la Constitution? Le chef de l'État a lui-même sabordé un élément aussi essentiel de son bilan pour engager un débat politique. Hein, pour détourner l'attention. C'est ce qu'on appelle presque détourner l'attention. J'aurais préféré que cette communication soit orientée sur cette œuvre-là parce que c'est quand même important. Les questions des infrastructures est l'un des problèmes majeurs de la République. Encore une fois, la question sur le débat constitutionnel, il pouvait trouver un cadre. Une communication, il y en a plein ici. S'il ne veut pas engager une communication officielle, par un briefing, je ne sais pas moi, par un point de presse, ça peut se faire. Et je crois que la nécessité que lui intervienne, parce que ce débat courait déjà les rues depuis un certain moment, porté par sa famille politique. Et c'était les moments... il est de son devoir de pouvoir apaiser les esprits pour ne pas occasionner une implosion sociale, surtout sur la question de la Constitution. Mais est-ce que c'était le moment et puis le lieu approprié? Je ne pense pas que c'était le cadre, le contexte approprié. Je ne pense pas, parce qu'il a presque occulté un élément aussi essentiel qu'est l'inauguration de l'aéroport et d'autres questions de développement sur quoi les gens attendent vraiment des questions un peu plus prioritaires. Mais dans le fond, pourquoi les gens ont cette méfiance? C'est dans la culture, dans l'ADN. On a réussi à faire croire aux Congolais qu'une révision constitutionnelle est un sujet tabou. Oh là, c'est qui?
C'est ceux qui sont aujourd'hui au L'opposition pouvoir. particulièrement. Oui, Qui sont aujourd'hui au pouvoir dans le temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette forme de méfiance entre les différents camps et classes politiques. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que la révision de la Constitution fait partie des éléments essentiels d'une vie. Parce que quand on parle aujourd'hui de cette Constitution est la Constitution de la France d'avant 2008. Parce que la France elle-même a révisé cette Constitution en 2008. La France a vécu presque la même situation que nous parce que nous, on fait le mimétisme. C'est pourquoi je comprends quand le chef de l'État dit que Constitution faite par les étrangers, il y avait beaucoup de similitudes avec les constitutions. Ça dit c'est des histoires ramassées à gauche à droite, je l'ai toujours dit. On a fait du mimétisme sur cette Constitution, pas adaptée. Encore un concept qu'il a utilisé que moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas une Constitution adaptée à nos bisalélis. Nos bisalélis ne sont pas bonnes. Dans un bisaléli, madame, on ne peut pas adapter la Constitution sur nos bisalélis, mais plutôt sur nos contextes. Le contexte congolais diffère du contexte français, du contexte américain et autres. C'est ça l'adaptation dans nos us et coutumes, dans nos traditions politiques. Mais pas nos bisalélis. Les bisalélis, tout ça, ouais, madame, quelqu'un qui arrive dans un parlement, on lui donne la possibilité, on dit le bureau du parlement doit se composer de 200 membres, il arrive jusqu'à 2700 et quelques agents, ce n'est pas les bonnes bisalélis. Donc, à la limite, c'est juste ça. Mais je crois que dans les éléments de fond qu'il a évoqués, on se mettrait tous d'accord ici qu'il y a des choses qu'il faut corriger dans cette Constitution. Lui, il n'a peut-être pas évoqué, moi je parle, je crois, l'article 210, si j'ai bonne mémoire, l'article qui ouvre la brèche à la cession de terres congolaises. Pour un État qui est face à la prédation des autres, on ne peut pas permettre que la Constitution donne une brèche à une classe politique de pouvoir céder ses terres pour X ou telle autre raison. Ça, c'est le contexte belligérant de l'époque, moi, que je trouve très dangereux dans cette Constitution et qu'il faut très vite refermer. Quand vous revenez ici, je vais prendre un autre exemple qui nous mettra tous d'accord que réviser une Constitution, c'est un problème existentiel et il faut qu'on le fasse. Aujourd'hui, on est allé, parce que la Constitution le voulait, on est allé dans la décentralisation, bien qu'on est resté dans l'esprit découpage seulement. La décentralisation ne marche pas vraiment. On a élu les conseillers communaux. Ils ne savent même pas par où ils vont commencer. Ils n'ont pas de bureau. Ça veut dire que c'est des élections. Et même dans le budget 2025, ils ne sont pas pris en compte. Tout ça, c'est écrit dans la Constitution. Qu'il ne fallait pas prendre en compte les conseillers communaux dans le budget. Ou c'est notre organisation nous-mêmes. Parce que quand vous dites que même les conseillers communaux, ça veut dire que dans la Constitution, on a écrit qu'il ne faut pas les payer, ils ne doivent pas avoir de bureau. C'est ça. Vous avez une vision ironique de la chose. Non, la Constitution, mais j'essaie de comprendre. Non, la Constitution ne résout pas ces problèmes. Il y a des lois organiques qui complètent. La Constitution fixe les grandes lignes. Oui. Et après, il y a des lois organiques qui encadrent et qui appliquent les différentes orientations. Non, le problème, c'est la loi organique ou c'est la Constitution? Justement, ne vous perdez pas, madame. Restez avec moi. Parce que quand je vous dis ça, ça veut dire qu'on est allé vite en besoin dans des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Constitution. La preuve. Aujourd'hui, l'esprit de la décentralisation voulait le développement à la base. Comment le développement à la base? Savoir faire profiter à chaque province de ressources de l'État, avec la caisse de péréquation pour tirer les provinces, parce que je dis toujours, le Congo n'a pas de province pauvre. Tirer les autres provinces qui sont presque par terre, par manque de productivité et de création de richesses, vers le haut. Mais pourquoi ça marche? Parce que le pouvoir central lui-même s'est accaparé de beaucoup trop de pouvoir. On a voulu la décentralisation, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Et au-delà de ça, je vais encore aller plus loin. Madame, dans l'esprit du législateur, quand on a mis en place un parlement bicaméral, l'idée c'est que la Chambre du représentant du Sénat, qui l'élection s'est faite de manière indirecte, parce que puisque le Parlement est un mandat de représentation, il est possible que beaucoup des néophytes soient au niveau de l'Assemblée nationale. L'esprit voulait que le Sénat soit une chambre de sages, c'est-à-dire ceux qui ont de l'expérience pour apporter leur expertise dans les textes rédigés par ceux qui rejoignent la classe et la culture parlementaire pour une première fois. Mais regardez ce qui se passe. Et au Sénat, l'Assemblée nationale remplie des néophytes, de gens qui apprennent sur le tard tous. On en a fait une extension des récompenses politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à la limite? Et aussi parce que, en termes de délibération, lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'il y a non-conformité dans la proposition des textes entre les deux chambres, l'avis de l'Assemblée nationale prime. À ce moment-là, à quoi sert le Sénat? Pour un État qui a besoin de ressources pour aller vers les projets intégrateurs, ça ne nous sert à rien. Parce que c'est là où le chef de l'État dit, c'est pas adapté à notre culture. Mais à entendre vos propos, moi je comprends qu'il y a plus un problème d'application. Non, ce n'est pas un problème d'application. C'est d'application de ces lois qui existent déjà et qui souffrent d'application. Madame, je ne vous parle pas de question d'application.
de la Constitution. Je vous parle de problèmes de réalité. C'est là où le chef de l'État a dit cette Constitution. Il y a beaucoup de valeurs qu'on a empruntées des autres qui ne cadrent pas avec nous. C'est ça la grande difficulté. Alors, maintenant, si vous voulez, malheureusement, on n'a pas le temps. Je vous rentrerai maintenant dans les considérations d'ordre économique pour vous faire croire qu'il y a beaucoup de phases de contraintes, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut changer. Par exemple, la révision de 2011 sur la majorité simple au niveau de l'élection. Je pense que cela dérange à la légitimation du chef. Il y a encore une nécessité de pouvoir retourner à cette majorité-là. S'il faut aller jusqu'au deuxième tour, c'est essentiel pour fédérer les forces, éviter les contestations à gauche, à droite. Non, il y a autant d'éléments. On vous dira que cette constitution, qu'on ne se voile pas la face. Il faut réviser structurellement, certains articles. mérite d'être révisé. Mais, est-ce que c'est le moment? Je pense que l'intelligence des situations, pour le chef de l'État, ce débat serait calmement posé et il y aurait moins de méfiance. Au sortir du conflit FCC-Cash, quand on s'est rendu compte de la difficulté de la cohabitation au pouvoir, il serait essentiel d'expliquer aux Congolais que pour de besoins de développement, il faut un certain aménagement au niveau de texte pour que celui qui est élu sur base d'un programme comme le chef de l'État ait à la limite un accès de pouvoir dans la composition de son équipe gouvernementale pour pouvoir proposer, et parce que ça sera le seul à rendre compte. Mais il est élu sur base d'un programme. Le pouvoir est donné à un Parlement qui est l'émanation du Parlement, avec tout ce qu'il y a comme mosaïque, c'est-à-dire que tout son caractère conflictogène, à la fin, les autres exécutent et lui rend compte. Ça, c'est pas adapté à nous, à la limite. Ça dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette constitution, mais l'intelligence des situations. Et on aurait moins peur de dire, c'est pas parce qu'il est arrivé à la fin de son mandat constitutionnel qu'il va engager ces débats. Or, quand on lui parle des vis-à-vis des politiques, on veut bien, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, on peut réviser certaines dispositions. Certaines révisions ne nécessitent pas le référendum. Le deux chambres réunies en congrès, ils révisent. Ok. Alors, seulement, il y a des matières qui nécessitent référendum, notamment la question de mandat. C'est pourquoi il vous dit, cette question, la question du mandat, obligatoirement, il faut le référendum. Malheureusement, la Constitution ne prévoit pas que les matières contenues dans l'article 220 soient soumises même au référendum. Ce sont des matières verrouillées, comme on l'a dit, et qui n'appellent pas à une révision. Malheureusement, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le socle permettez-moi de finir mon temps. De notre unité. Permettez-moi. Je vous en prie. Ça, c'est malheureusement l'erreur qu'on a fait croire aux gens, on a mis dans la tête de gens. Je préférais malheureusement avec le temps. Revenons sur le texte. Avec orthodoxie, point par point, je vais faire comprendre, même l'article 220, il y a des mécanismes pour pouvoir aller les déverrouiller. Ça existe. Ah bon, nous allons rentrer prochainement. D'accord. Alors j'aimerais qu'on puisse un peu s'atteler sur la question principale que j'évoquais tout au début. Quand le chef dit que la Constitution n'est pas bonne, a été rédigée par les étrangers, qui sont ces étrangers? Parce qu'on sait qu'il y avait aussi des Congolais. N'est-ce pas là aussi une façon de traiter ou de minimiser ceux qui ont rédigé aussi? Je crois qu'il faut clarifier. Qualifier comme des incompétents, ils étaient là, voilà. Je crois qu'il faut, c'est la première impression que ça peut donner, mais il faut peut-être reconsidérer les propos du chef de l'État pour dire qu'il ne voudrait peut-être pas s'attaquer à l'intelligentsia congolaise qui a fait le travail. Moi, je me rappelle que les Sénats avaient même un formulaire, un questionnaire, et les sénateurs sont descendus dans toutes les provinces, les 11 à l'époque, avec ces questionnaires pour récolter les avis de la population à travers les organisations de la société civile. Et on a eu un débat au niveau du Parlement. On avait d'abord un avant-projet, un projet, et puis la Constitution elle-même qui a été soumise au référendum. Donc c'est une procédure qui a été suivie. Mais quand le chef d'État dit ça, il veut peut-être dire que c'est une Constitution qui a pris beaucoup de choses de l'étranger. Comme a dit les Congolais qui étaient là ne faisaient que copier. Non, mais on ne va pas inventer, non. On n'invente pas la roue quand même, madame. Et c'est pourquoi c'est toujours nécessaire, après un temps, de faire un break pour évaluer la mise en œuvre de cette Constitution. Et c'est dire ce qu'on a commencé avec, aujourd'hui où en sommes-nous, et qu'est-ce qui est modifiable. On peut toujours, c'est pourquoi la Constitution prévoit toujours sa propre révision, en fixant les modalités. Okay? Mais je réaffirme, aujourd'hui, là, avec cette Constitution, les matières de l'article 220 sont verrouillées et c'est dit comme ça. Et pire encore, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Donc on ne peut pas envisager, à l'heure actuelle, de changer la Constitution. Réviser, oui. On peut réviser, oui, mais on ne peut pas changer la Constitution. Parce que si on veut changer, on va changer suivant quel mécanisme légal.
quelle est la loi, quel est le cadre légal de ces changements-là. Ces cadres légaux n'existent pas, parce que la Constitution ne prévoit pas cela. Vous voyez? Donc, il y a eu un peu de course en avant par ceux qui veulent tirer profit, comment on les appelle, des pêcheurs en eau trouble, les gens qui veulent profiter d'une situation chaotique pour tirer profit, qui ont entendu, comme le chef de l'État en Belgique a parlé de la révision de la Constitution, ils ont vu tout de suite qu'il faut changer le nombre, la durée du mandat, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est ceux-là qui ont mis franchement le feu aux poudres et qui nous ont emballés dans ces débats émotionnels. Mais je crois que, contrairement à mon frère, que le chef de l'État ait évoqué cette question à Kisangani, ça n'occulte pas l'activité principale pour laquelle l'État est. Mais les gens n'en parlent pas, les gens n'en parlent non, plus. Hein. Non, même pas des vous verrez que les gens n'en parlent même pas. Non, c'est l'aérogare. Hein. Pourquoi? Aéroport. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, que la question de l'aérogare ou de l'aéroport plutôt, est provinciale, d'abord, et la question de la Constitution est nationale. C'est tout simplement ça. C'est une question politique, et vous savez chez nous comment la politique nous emporte. Mais les chefs de l'État, au regard de l'ampleur que prenait la situation, il ne pouvait pas se taire pour toujours. Il a jugé bon à ce moment-là de parler. Quelqu'un d'autre, imaginez si les chefs d'État avaient pris une semaine, ok, pour parler, et que dans l'entretemps, on assistait à des manifestations qui conduisent à des morts d'hommes ici, on allait les condamner d'avoir pas pris la parole sitôt, pour clarifier. Donc le fait qu'il ait parlé, aujourd'hui, on ne peut pas le lui condamner. Même s'il a fait au niveau de Mujima, a fait de Kisangani. Mais une autre précision, la question de l'article 217, il faisait allusion à l'article 217, qui ne parle pas de la cession des terres, on parle de la cession partielle de notre souveraineté à partir du moment où on adhère à une communauté des nations. C'est ça, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque les pays de l'Europe ont décidé, le 27, ont décidé de créer l'Union européenne, chaque pays a cédé une partie de sa souveraineté au nom de cette unité, au nom de cette communauté. Donc on ne va pas nous faire croire aujourd'hui que la RDC est un pays qui est appelé à vivre dans l'autarcie, un pays qui est appelé à vivre comme un îlot, sans connexion avec les autres. Et à partir du moment où vous acceptez d'être en contact avec les autres, dans des organisations internationales, que vous le vouliez ou pas, vous cédez une portion de votre souveraineté. C'est de fait. Et toutes les constitutions, ça il faut le dire, toutes les constitutions que le Congo a connues, cette disposition existe. Donc ce n'était pas une disposition belligérante ou des belligérants, mais c'est une disposition qui consacre effectivement notre ouverture au monde, notre volonté d'adhérer, de faire partie des organisations régionales et internationales. Peut-être une dernière question par rapport à ces sujets. Je reviens sur ma principale question du jour, les étrangers. D'abord, vous avez une idée sur ces étrangers qui étaient décédés? Il y a Louis Michel, les consorts. Et puis, est-ce que c'est pas aussi parce que les Congolais n'arrivaient pas à se mettre d'accord, les violents ne s'accordaient pas entre les Congolais, alors il fallait écrire quelque chose pour éviter que les pays s'enflamment et tout. J'aime pas la polémique, je crois que lui seul comprend quand il a parlé des étrangers de quoi il veut parler. Tout ce que je sais, c'est qu'à part l'intelligence congolaise, on a été accompagné de beaucoup de nos partenaires traditionnels, d'autres intelligences venues d'ailleurs, pour pouvoir mettre en place cette constitution de 2006, révisée par la suite en 2011 et ainsi de suite. Je reviens sur la notion de... Je suis d'accord avec vous quand vous me parlez dans la sécession de souveraineté, d'accord. Est-ce que le Congo est un État qui bénéficie du soutien de la plupart de ces États, signataires du statut de Rome comme nous autres, et de tous ces traités? Vous savez, dans la vie, il faut savoir contextualiser les choses. Quand vous avez une histoire assez particulière, il faut apprendre parfois à se démarquer, à ne pas être dans le général. Et c'est ça la plus grosse maladie de la RDC. On ne peut pas être dans un État qui, État souverain, un vaste marché, un allié essentiel pour le monde, je dis bien pour le monde, c'est lui qui détient à plus de 70% le réserve pour l'économie de demain. Ils sont en proie à une guerre voulue, connue de tout le monde, sans être soutenus. Et aujourd'hui, vous parlez de l'autarcie. Vous savez, ne dites pas ça aux Congolais parce que personne ne va le comprendre. Est-ce que le Congo aujourd'hui est un État qui mérite de continuer à tendre le bras et à se dire, considéré comme étant un village planétaire dans ces mondes où on l'a mis de côté?
Depuis toujours, cette disposition ne nous dérangeait pas. Mais le problème, c'est que dans le contexte actuel, dans le contexte du Congo, qui est en proie à la prédation des autres, aujourd'hui, il y a ceux qui sont là pour des raisons d'ordre économique. Le Rwanda a déjà dit haut et fort que sa prochaine bataille, c'est une bataille de terre. Qu'arriverait-il aujourd'hui quand ces gens nous poussent à des dialogues? J'ai même vu Macron, pendant un discours, après le départ du chef de l'État, pendant la cérémonie, dire qu'il faut un mécanisme politique avec le M23. Arriver avec toute la pression internationale, avec un chef de l'État pas assez faible, on partira sur une base de souveraineté, mais on l'a fait avant. Où est-ce que ça nous a emmenés aujourd'hui? Nous ne sommes pas empêchés, nous, pour ce genre de dynamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que République, il faudra qu'on réfléchisse sur notre intelligence. Je suis d'accord avec vous que le traité international a primauté sur le loi en interne, mais à un certain moment donné, notre souveraineté à nous dépasse chaque considération que les autres peuvent nous apporter. Aujourd'hui, le Congo a gagné tout le droit de se comporter comme un État voyou. Je l'ai dit toujours haut et fort. On est seul, battons-nous seuls. Puisqu'on est dans un rapport de force où les autres considèrent qu'on est faible et que chacun viendra nous imposer notre rythme, c'est à nous aussi de pouvoir verrouiller. Parce que le jour où on ne sait plus offrir notre souveraineté de manière partielle à ceux qui continuent à tourner autour pour pouvoir en faire des choses contre le peuple congolais, je pense que le respect... Moi, j'ai une petite préoccupation. Non, permettez-moi, jusqu'à ce temps. Vous revenez sur la question essentielle. Je reviens encore sur la question essentielle. Vous savez, mon frère pose la question, il dit, ceux qui vont changer la Constitution vont le faire sur base de quoi? Sur quelle disposition légale? Je vais lui expliquer, peut-être qu'il ne connaît pas la mauvaise foi des acteurs politiques. Et encore une fois, depuis ça, l'élément sémantique, quand on dit que le chef de l'État a contredit Augustin Kabouya, moi, je n'ai pas vu là où il a contredit Augustin Kabouya. Même moral. Non, ce n'est pas même moral, mais je crois que lui, il s'est montré modéré. Il a dit ceci. La question du changement de mandat, en tout cas, c'est une question, le référendum, on demandera à la population. Il y aura une commission, il n'y a pas urgence. En 2025. Pourquoi il va mettre la commission? La commission arrivera en 2025 parce que les mécanismes de révision ne peuvent se faire pendant qu'on est en état d'urgence. Dès lors qu'on est en état d'urgence, on ne peut pas engager une dynamique de révision. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la réflexion ne peut qu'être post-posée. Et je crois que pendant ce temps, réfléchir. S'il faut aller vers la révision, donc obligatoirement, il faut lever l'état d'urgence. Voilà, alors justement, et c'est ça la réalité. Voilà, nous venons mais dans le fond, la seule question, ce que je veux que le gens venons dans cet état d'urgence, état de siège, c'est d'ailleurs notre deuxième sujet. Je sais que c'est notre deuxième sujet. Vous souffrez que nous abordons ces sujets-là. Je souffre. L'état de siège avec l'épuisement qu'a exprimé le président de l'Assemblée nationale lors du débat. Il a exprimé leur lassitude. Comment est-ce que vous avez perçu cela? Il a raison. 84e prorogation, Philippe Kazadi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si le président de l'Assemblée nationale se montre lassé de ces prorogations, il peut bien proposer une autre alternative. Parce que vous savez déjà qu'il y a une discordance, une vive discordance entre le gouvernement et une partie de la société civile de provinces concernées par l'état des sièges sur la question. Les sociétés civiles ou la société civile, une partie de la société civile veut qu'on lève l'état des sièges, mais le gouvernement dit niet. Jusqu'aujourd'hui, la solution à l'insécurité qui écume notre République s'avère être l'état des sièges. C'est ainsi que le gouvernement revient de temps en temps à demander la prorogation de cette situation par l'Assemblée nationale. Mais si le président de l'Assemblée nationale se montre lassé de l'affaire, il peut bien demander au gouvernement, ou il peut bien proposer au gouvernement une autre alternative. À la place de l'état des sièges, que voudrait-il qu'on impose, quelle solution voudrait-il qu'on impose pour que la paix puisse régner dans l'Est de la République? Bien que, nonobstant la présence de l'état des sièges, la paix n'est pas totale à l'Est. Donc c'est aussi une préoccupation de savoir et faire l'évaluation justement aussi de cet état des sièges. Où étions-nous avant l'état des sièges? Où sommes-nous aujourd'hui avec l'état des sièges en ce qui concerne la sécurité? Et où va-t-on aller? Récemment, j'ai suivi que je crois la localité de Kaembe a été pris par le rebelle du M23. Donc c'est toujours dans la partie où il y a état des sièges que l'ennemi continue d'avancer, même à pas de tortue, mais il avance quand même. Donc c'est quand même une préoccupation. Et au niveau interinstitutionnel, le président de l'Assemblée nationale est mieux placé pour appeler le gouvernement pour discuter avec le gouverneur militaire et qu'il puisse avoir
les éléments qui vont peut-être l'apaiser. Parce que là, je vous sentais qu'il est un peu... rôle de contrepoids. Oui, des contrôles du gouvernement. Il est un peu... il se montre fatigué, lassé que le gouvernement revienne de temps en temps demander la prorogation. Mais oui, vous êtes lassé, M. Caméré. Mais après, si on lève l'état de siège aujourd'hui, quelle est la solution? Proposez la solution, que de se limiter à exprimer ses désarrois. Alors, ces propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ça va un peu à l'encontre de ce qu'avait dit le chef d'État en 2021, quand le chef d'État disait que grâce à l'état des sièges, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs certaines milices, l'état des sièges ne serait levé que quand les circonstances qui ont motivé disparaîtront. On sent déjà une contradiction. Hein. Oui, un peu de contradiction parce que je pense que quand Vital Kamerhe parle, je ne suis pas sûr qu'il est vraiment seul porteur de ce message. C'est une indignation qui vient de part et d'autre. À la base, l'idée de l'état d'urgence de l'état de siège est une solution conjoncturelle. Pour un premier temps, faciliter le renseignement et la maîtrise de la cartographie de guerre. Et après, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qui est faite pour demeurer. C'est une situation passagère. Donc quand on y reste, ça prouve à suffisance qu'il y a des faiblesses, il y a des lacunes de part et d'autre. Et je crois que la solution, j'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez, la solution est militaire. Aujourd'hui, on se contente de l'état de siège parce qu'on est presque face à la pression de nos partenaires traditionnels, à gauche, à droite. Parce que tout le monde le sait qu'aujourd'hui, les Nations Unies et les autres partenaires, même en Afrique, tout le monde veut qu'on aille dans un processus politique, dans un dialogue avec les mouvements rebelles. C'est ce qu'on nous a toujours imposé depuis toujours. Kinshasa n'en veut pas, mais à la limite, on dit qu'il avance et recule. On ne veut pas y aller, oui, mais quelle est la solution qu'on trouve actuellement? Quelle est la solution maintenant? Si on ne veut pas négocier, ça veut dire qu'il faut arriver à mettre fin à cette situation. Et la seule solution qui demeure, c'est la solution militaire. Or, aujourd'hui, Kinshasa, c'est aussi qu'engager une solution militaire. L'affront maintenant, ça serait se mettre aussi à dos ces différents partenaires traditionnels. C'est à ces niveaux-là qu'il faut prendre une décision courageuse. Laquelle? Eh ben, laquelle? J'ai toujours dit, c'est soit on négocie, soit on... Négocier avec qui? Négocier avec qui? Quand on arrive autour de la table de la négociation, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce que Kinshasa, l'agenda des autres veulent à ce qu'on engage un processus politique. Macron l'a dit tout et fort. Dans son message de recadrage, après la question du pourquoi du départ du chef de l'État, il est revenu, pour moi, je pense qu'avec le M23, et on nous met toujours en protagoniste avec le Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous a presque imposé. C'est nous qui subissons la guerre au quotidien, mais dans la planification, on nous exige à nous d'abord de proposer un plan des désarmements et des désengagements des FDLR, ce que la RDC a fait de bonne foi. Mais après, quand il s'agit du Rwanda dans le même processus, c'est question de bonne foi. Là encore, c'est un autre problème. Et à ces niveaux ici, je pense que la question est simple. L'état de siège, c'est vrai, a apporté son lot des résultats, a permis de pouvoir voir un peu plus clair à un certain niveau. Dans le renseignement, ça nous a permis d'avancer un tout petit peu. Je dis toujours aux gens, si aujourd'hui cette guerre, qui autrefois était une guerre asymétrique, se révélait être aujourd'hui une guerre par procuration où les autres États interviennent sur notre sol par des forces envoyées par devoir ricocher, c'est grâce à l'état de siège. L'état de siège a permis d'éclaircir un peu la réalité de cette guerre-là. Maintenant, après, il faudra qu'on passe à la vitesse suivante, il faudra qu'on passe à autre chose. Maintenant qu'on sait, aujourd'hui le monde entier, aujourd'hui tout le monde sait qu'il existe une guerre en RDC, aujourd'hui les autres s'en ont appropriés. J'ai vu les débats qui deviennent presque fréquents dans le Parlement européen, chez les Français, même si je ne crois pas forcément à la dynamique de ces gens-là. Mais ça change sur terrain, si, ces débats-là. Vous savez, moi, ne me demandez pas moi de faire les discours de Congolais. Hein? Sinon, je n'ai pas ma place sur ces plateaux. Mais on est face à une réalité. Justement, ce que vous appelez réalité, c'est une réalité apparente. Dans la réalité, dans le fond, il y a autre chose. C'est comme un maçon. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la maison monter et que lui, il est dans la fondation, vous croirez que vous ne voyez rien. Je l'ai dit toujours aux gens. Cette guerre-là, vous savez, regardez. Mouzé Laurent Désiré Kabila a tenté de manière alambiquée de prendre à contre-pied ses partenaires traditionnels. Vous savez là où ce que ça nous a coûté. J'ai toujours dit, dans cette guerre, le Congo est seul. Le Rwanda n'est qu'un menu frétin à la pointe. Suivez les discours de gens et autres. Vous savez que quand on veut combattre, il faudra qu'on soit préparé, qu'on combatte pas seulement le Rwanda.
Merci. Et ça, il faudra qu'en tant qu'État, nous prenions conscience. Évitons les discours alambiqués de gens qui viennent faire croire que les choses sont assez faciles. C'est, ben on voit, ça n'avance pas. Mais si ça n'avance pas aujourd'hui, au moins, pour une première fois, on a réussi à créer une balance. Le Rwanda, qui dépend essentiellement de 70% des ressources externes de ses partenaires, a vu son budget militaire être coupé. Ça, c'est un problème. Dans le rapport étatique, les instruments diplomatiques sont des éléments essentiels. Le Paul Kagame, qui autrefois était trop assurant, qui parlait presque jamais parce qu'il se disait, écoute, nous prenez pour des imbéciles. Aujourd'hui, il parle à tout bout de champ avec des discours de peur. Dans le rapport de force à chance, maintenant, c'est à nous de pouvoir profiter des résultats diplomatiques qui en découlent et que sur le plan militaire, on apporte des résultats parce que les résultats diplomatiques seuls ne feront rien. Merci Diana. Merci Philippe Kazadi. Je vous en prie, madame. L'émission est finie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci. Bon début de week-end. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à la grande équipe technique qui a tenu durant toute la semaine. Je vous retrouve, madame, monsieur, lundi, avec le même plaisir. Au revoir.